Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de voir ensemble comment on peut améliorer les marges dans l'industrie du retail grâce au BI et à l'intelligence artificielle. De mon côté, aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné de deux des meilleurs experts chez Groupe Neos. Donc, on a Gabriel Guimont-Prévost, qui est directeur principal service conseil et responsable de la pratique BI Analytics, et Maxime Guy, qui lui est directeur principal innovation et produits. J'irai tout de suite avec deux statistiques qui interpellent pour planter le décor. 58% des entreprises dans le retail estiment que le BI est désormais critique pour conserver un avantage concurrentiel. Et la grande majorité, donc 80% des dirigeants dans le commerce du détail prévoient d'adopter l'IA et l'automatisation d'ici 2025. Donc, en clair, on pose le décor, le BI plus l'intelligence artificielle, ce ne sont plus des nice to have aujourd'hui, mais bien des lignes directrices stratégiques. On va aller regarder un petit peu les défis des CFO et des directions financières. Le numéro 1, la visibilité qui est réduite. Donc, on va parler de reporting qui arrive trop tardivement, de sources de données qui sont pas connectées. On a des multiples sources de données et on ne peut pas les manipuler parce qu'elles ne communiquent pas entre elles. On va parler de rentabilité sous pression, des marges faibles, des stocks dormants ou encore les coûts qui sont volatiles. Et aussi tout ce qui est prévision. Donc, on a vraiment de la difficulté parfois à prévoir les événements dus à la saisonnalité, mais aussi les périodes promotionnelles, ou encore on a de la difficulté à lire les tendances ou à prédire les tendances. Alors, sans plus attendre, je propose qu'on aille rejoindre nos deux experts, Maxime et Gabriel, pour voir un petit peu comment le BI et l'intelligence artificielle peuvent contribuer à atténuer ces enjeux et encore mieux les maîtriser, en fait, finalement. Donc, on va commencer par le BI. Et Gabriel, je vais te solliciter, puis je vais te poser une première question. Comment tout simplement aligner le BI avec les objectifs d'affaires de l'entreprise dans le commerce du détail? C'est une bonne question. L'objectif, c'est vraiment d'être pragmatique. On le sait que dans le domaine du commerce de détail, les revenus, l'argent qui se fait, on est vraiment au niveau du plancher. On est vraiment que ce soit au niveau du magasin physique ou du magasin en ligne. Donc, vraiment, le premier objectif, c'est de rechercher à remplir ces besoins-là. Donc, d'aller regarder qu'est-ce qu'on a besoin au niveau du plancher. Quel genre d'action ou quel genre de décision on a besoin de prendre. Est-ce qu'on a besoin, par exemple, de se questionner au niveau des promotions, de regarder, par exemple, de planifier nos différents achats, de planifier des quarts de travail aussi comparativement de la donnée passée qu'on aurait sur du trafic et tout ça, puis ce genre d'éléments-là. Fait que la première chose, c'est quelles actions ou quelles décisions cette équipe de plancher-là a à prendre. Fait que ça, c'est vraiment la base. Une fois qu'on a ces éléments-là, on peut par la suite regarder quels indicateurs on peut venir transformer ces décisions-là en différents indicateurs à aller observer. Puis, quand on crée ces indicateurs-là, l'important, c'est de venir regarder, est-ce qu'il y a un seuil auquel il faut que ça attire notre œil? Est-ce qu'on a un seuil, par exemple, au niveau de nos stocks ou au niveau de notre trafic en magasin, par exemple, où il faut être alerté et où ça doit attirer notre attention, l'attention de notre équipe. L'objectif, c'est vraiment de réduire la quantité de données à analyser, puis de réduire ce nombre d'indicateurs-là à un nombre qui est valide. Là. Et rendre consommer. Exact. On dit en anglais, le drink out from the fire hose. Oui, c'est ça. Le but, c'est vraiment parce que ça arrive souvent que les gens arrivent avec des gros fichiers Excel complexes. Le but, c'est vraiment de réduire ça, de rendre la décision un peu plus simple via ces indicateurs-là. Puis après ça, d'amener des visuels qui sont faciles à consommer pour les individus, même d'ajouter un peu d'alertage si c'est possible. Puis à la fin, l'objectif, c'est d'avoir une espèce de petite boucle de rétroaction entre les gens qui ont développé ce rapport-là, puis les consommateurs. Fait que vraiment d'être capable d'avoir du feedback assez rapide sur qu'est-ce qui est fait pour en obtenir vraiment le meilleur ROI possible. Super. Merci Gabriel. Si on s'en va du côté comportement client, comment tu dirais, toi, que l'intelligence d'affaires elle peut aider à mieux comprendre le comportement de nos clients, justement, encore une fois, dans ce contexte-là de commerce de détail?
Dans le premier cas, je vous ai vraiment parlé d'un cas classique de, on a des indicateurs, on se crée un rapport, on prend des décisions. Là, maintenant qu'on a mis en lumière quelques éléments qu'on a améliorés, on peut toujours utiliser le BI après pour faire de l'analyse ad hoc. Donc, de venir se poser des questions. OK, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on peut améliorer pour, encore une fois, mettre une promotion en place ou peu importe. Fait qu'on peut vraiment venir analyser toutes sortes de situations qui peuvent se passer au niveau du commerce de détail, que ce soit le parcours d'achat, donc de regarder où est-ce que notre client, finalement, on le perd. Est-ce qu'on le perd parce que notre paiement est trop complexe ou est-ce que notre recherche a de la misère à fonctionner au niveau de notre site web? On peut aussi aller regarder s'il y a des préférences au niveau des différents canaux. Est-ce qu'il y a des items qu'on vend beaucoup plus en ligne comparativement en magasin, par exemple? Ça peut nous permettre de mieux placer notre inventaire disponible à nos différents clients. Puis à la fin aussi, on peut essayer de comprendre, parce que souvent, on va parler de multicanal au niveau de la vente au détail, puis c'est souvent nos meilleurs clients qui magasinent autant en ligne qu'en magasin. Donc, on va essayer de comprendre c'est quoi ce type de client-là, qu'est-ce qui fait qu'un client va magasiner autant en ligne qu'en magasin, et d'essayer de capitaliser sur ces éléments-là qui sont différenciateurs entre un client qui va consommer à un seul endroit, qui va consommer à plusieurs. Si je peux me permettre de rajouter dans ce point-là aussi, ce qui est important, c'est bien beau d'avoir la donnée, mais il faut aussi pouvoir avoir une façon de suivre ce client-là à travers les différents canaux, les différents points d'interaction qu'il peut avoir avec votre organisation, que ce soit un achat physique, un envoi de courriel. Donc, c'est important aussi de garder en tête que quand on va avoir cette connaissance client-là, il faut aussi être en mesure de suivre ce client-là. On n'a pas besoin de savoir c'est qui, il faut juste qu'on sache que c'est toujours la même personne qui interagit avec vous, soit via des achats ou via, je sais que plusieurs vont demander, par exemple, l'adresse courriel, d'autres ont des programmes de fidélisation. Fait que c'est des façons à garder en tête aussi de collecter cette donnée-là qui permet de mettre en lumière ce que Gabriel vient de présenter aussi. Parfait, merci messieurs. Allons-y du côté, je sais que Gabriel, tu vas nous présenter l'exemple d'un tableau de bord Power BI tout de suite après. Allons-y côté investissement. C'est une question qui est évidemment importante quand on veut investir dans de tels projets. Ma question serait plus, est-ce que l'investissement en BI, ça permet d'aller plus loin que d'avoir des tableaux de bord en fait? Tout à fait. Moi, je suis convaincu que c'est vraiment un stepping stone pour aller plus loin. Puis, il y a d'autres avantages qu'on va chercher aussi de se mettre en place vraiment une infrastructure analytique. Un des premiers, c'est vraiment la diminution de travaux manuels, si je peux dire ça, ou d'actions manuelles qui sont faites sur vos données. Donc, moins de gens qui vont se mettre à travailler dans des fichiers Excel, à intégrer de la donnée, à nettoyer de la donnée. C'est des choses qu'on peut vraiment automatiser. Vos gens dans votre organisation vont être concentrés à analyser cette donnée-là et non pas venir la travailler, la mâcher et tout ça. Ça, c'est un des premiers avantages qu'on a. Le deuxième, tu en parlais tantôt un peu, Kevin, c'est d'intégrer différents systèmes. C'est d'être capable de faire parler notre système d'inventaire à notre système de vente, de faire de la corrélation et tout ça. C'est là que ça devient très intéressant. Puis après ça, j'ouvre la porte à mon collègue Maxime. Dès qu'on a ces bonnes bases au niveau de la donnée, on est capable après ça d'aller davantage vers du prédictif, d'aller davantage vers de l'intelligence artificielle. Fait que pour moi, c'est vraiment un élément très important d'avoir une bonne structure au niveau de la donnée, de l'intégration, pour après ça pouvoir faire d'autres choses avec cette information-là. Super. Merci, c'est très clair. Puis Gabriel, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, je te propose de nous montrer un exemple de tableau de bord avec Power BI pour illustrer tous ces propos-là. Si tu peux nous partager ton écran puis nous faire une petite démonstration de ce côté-là. Tout à fait. Donc, vous devrez être capable de voir mon écran. Oui. Donc, je le vois vraiment comme un troisième exemple d'où l'intelligence d'affaires peut venir. Tantôt, on voyait vraiment des exemples de, on a un rapport en magasin, par exemple, qui vient nous aider au niveau de nos décisions. On a de l'analyse post-événement ou du ad hoc. Ici, vous voyez vraiment comme si on avait une équipe finance qui est venue automatiser ses rapports financiers. Donc, avec un outil comme Power BI, comme ce qu'on a à l'écran, on est capable d'avoir une belle intégration, une belle navigation, d'aller au niveau de notre income statement, d'aller voir où est-ce que nos revenus vont se trouver. On a quelque chose qui est très tabulaire aussi. Je vais vous présenter quelque chose qui est plus graphique par la suite. Vraiment, on a beaucoup d'interactivités qui sont possibles. On va être capable d'avoir des tooltips à ce niveau-là. On va être capable de filtrer un peu au niveau de
de nos données, mais vraiment, l'aspect important, c'est vraiment l'interactivité qu'on va être capable de retrouver. Si je m'en vais dans un rapport qui est peut-être un peu plus intéressant, vous voyez ici, justement, en haut à droite, qu'on a des grands chiffres, des grands indicateurs. Ici, il nous manquerait peut-être des seuils, comparatifs avec le budget et tout ça qui pourrait être intéressant. En haut à gauche, on a différents filtres, fait qu'on est vraiment capable d'aller chercher exactement les éléments qui nous intéressent ici. En haut aussi, on a des filtres au niveau des différentes années qui peuvent être sélectionnés. On a un peu plus de graphiques ici, comme on voit, autant des graphiques au niveau du temps et tout ça. Donc, on a quelque chose qui est intéressant, qui est très dynamique, puis encore mieux, qui est rafraîchi, qui est rafraîchi quand vous le voulez et qui ne demande pas du macramé Excel derrière là, au niveau de l'intégration. Donc, une étude de cas sur le site web du groupe NEOS et même dans des articles de blog, on en parle. Donc, ça permet de voir une belle démonstration de gains qu'on peut avoir avec la donnée. Si je peux me permettre, Kevin, dans cette étude de cas-là, la petite différence versus ce qu'on parle aujourd'hui, c'est que c'est ce qu'on a été faire chez La Vie en Rose. Ça a été une modernisation de leur environnement analytique qui, aujourd'hui, leur permet justement de se rendre au stade que Gabriel a mentionné aujourd'hui, d'en arriver peut-être pas avec un tableau de bord exactement comme lui qu'on a présenté, mais d'arriver avec une panoplie de tableaux de bord pour être en mesure de piloter leur organisation en ayant meilleure visibilité sur ce qui s'est passé. Ouais. Mais justement, passons, comme tu es intervenu, Maxime, je vais te solliciter encore plus. On va passer du côté prédiction et intelligence artificielle. On a le diagramme, en fait, un petit peu de comment peut intervenir l'intelligence artificielle dans les données. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce diagramme-là, puis ensuite, je te poserai quelques questions à ton tour. Oui, non, tout à fait, tout à fait. Écoutez, ici, ce qu'on a devant nous, c'est un cycle de vie d'un projet IA. Comment on peut attaquer cette fameuse bête-là, la façon qu'on aborde un projet. Donc, souvent, on parle beaucoup de l'IA, mais c'est pas un coup de baguette magique que soudainement on a de l'IA dans notre organisation. Un des premiers points qui est très important, c'est le premier point que Gabriel a mentionné, c'est la collecte de données et la centralisation de ces informations-là. Donc, des multiples sources que vous possédez dans votre organisation, votre système ERP, votre CRM, votre système de gestion de stock, peut-être même votre système de gestion de commande en ligne qui est peut-être d'un autre système, d'un autre fournisseur. Donc, c'est en mesure savoir tout ça dans un endroit centralisé et dans un format aussi qui est prêt à être consommé et prêt à être utilisé, qui est très important. Donc, ça, c'est une des premières pièces du puzzle. Une autre pièce du puzzle, mais c'est bien beau d'avoir de la donnée, mais il faut aussi savoir qu'est-ce qu'on tente de faire. Et plus on va être précis sur qu'est-ce qu'on tente de faire ou d'atteindre comme objectif, par exemple, je veux prédire mes ventes dans les 3 prochains mois. OK, parfait. Là, on va pouvoir mettre en place qu'est-ce qu'on va tenter de faire en termes de modèles, de prédiction et de travail à faire. Donc, plus précis on peut être, mieux c'est pour par la suite faire le travail d'analyse IA, parce que là, on sait où on s'en va. Si on est trop vague, ben, on va être trop vague, on n'arrivera jamais. Ça va être dur de pouvoir mettre de quantifier, de dire on l'a atteint ou pas, parce que là, c'est trop vague comme c'est à cette étape-là, Maxime, aussi qu'on peut utiliser ce qu'on fait au niveau intelligence d'affaires avec des indicateurs de performance clairs, avec des seuils clairs. On est capable de faire un avant-après qu'on a mis en place notre modèle IA, puis on est vraiment capable d'avoir un OK, est-ce que notre modèle a vraiment eu de l'impact, a vraiment fait bouger l'aiguille côté de notre organisation? Exact. Est-ce qu'on a vraiment bougé sur le KPI qui est important ici? Est-ce qu'on a vraiment, on a été obligé de faire bouger l'aiguille sur le cadran? Donc, une fois qu'on a l'analyse par IA, donc c'est de déterminer le bon modèle pour tenter d'avoir la bonne prédiction, parce qu'on a une panoplie d'outils dans notre boîte à outils du scientifique de données, là, du bon petit scientifique de données, il y en a plusieurs, donc c'est lequel utiliser pour ce qu'on tente d'atteindre comme objectif. D'avoir la dite prédiction, donc on va vouloir travailler le modèle sur nos données afin de pouvoir obtenir la prédiction qu'on recherche. Puis de cette prédiction-là, c'est par la suite de prendre action et décision. Donc, est-ce que je dois augmenter mes ventes? Est-ce que je dois commander d'un produit X supplémentaire? Est-ce que je dois envoyer un courriel parce qu'un de mes clients ne me paye pas parce que j'ai déterminé qu'il était risque de faire défaut? Donc, c'est tout le genre de choses par la suite qui peut être utilisé. Puis bon, après ça, on retourne à la planche à dessin pour le prochain modèle ou même celui-ci qu'on veut continuer à faire évoluer. On étudie la donnée supplémentaire qui peut venir l'enrichir et so on and so forth. Parfait, parfait. Alors, dis-moi un peu, là, on a notre objectif, on a nos données.
On veut prédire, on a la volonté de faire de la prédiction, mais dis-moi un petit peu dis-nous comment l'IA en fait elle peut améliorer nos prévisions financières. Comment on peut Ben, faire ça? la question à 1 million. Hein. Donc, comment l'IA peut aider à augmenter nos prédictions financières de plusieurs façons. C'est sûr qu'une des façons qui nous aide beaucoup aujourd'hui, surtout avec la démocratisation des outils des dernières années, c'est on va pouvoir accélérer le processus de nos prévisions. Donc, on va pouvoir effectuer des prévisions plus rapidement, donc moins de travail manuel impliqué pour créer la prédiction. C'est sûr qu'il y a du travail manuel pour préparer le modèle et préparer tout, mais une fois que c'est fait, on peut rapidement émettre plusieurs prédictions à la fois, plusieurs scénarios. Ça nous permet de tester des différents scénarios, par exemple, si on joue un peu avec les paramètres du modèle, qu'est-ce qui se passe s'il y a telle ou telle chose qui se passe, puis regarder comment le tout évolue par la suite. Donc, on se trouve dans des scénarios what if, ça nous permet de jouer rapidement avec ça, puis de mieux comprendre c'est quoi l'effet de bouger un cadenas versus un autre en amont. Ça nous permet aussi d'être plus granulaire dans nos prédictions parce qu'on peut, en automatisant le processus et avec l'aide de l'IA, on peut rentrer vraiment, on peut faire des prédictions par catégorie de produits, on peut faire des prédictions par magasin, on peut faire des prédictions par région, mais on peut faire une prédiction de ces combinaisons-là. Dans un magasin, une région, une catégorie de produits, j'en suis à quoi présentement, c'est quoi mes ventes. Donc, un niveau de granularité, on peut rentrer à ce niveau de granularité-là parce qu'on peut automatiser le processus et les modèles peuvent rapidement rouler une fois qu'ils ont été entraînés. Là. Encore une fois, je ne veux pas négliger le travail qu'il y a en amont pour en arriver là, mais la finalité fait en sorte qu'on peut rapidement. Un exemple que je peux vous donner, qu'on a déjà fait dans le passé, on avait un client par la suite qui nous demandait qui faisait une prévision budgétaire. Donc, il faisait une prévision à l'aide de modèles de forecast qui prédisaient le budget. À un certain niveau de détail très fin, il y avait plus de 60 modèles qui regardaient par région, par catégorie de produits et par magasin, qui permettent d'arriver à nos prédictions. Mais ce n'était pas l'avantage de le faire juste une fois, c'est qu'à chaque trimestre, on pouvait refaire la prédiction du reste de l'année et voir en fonction du premier trimestre comment notre forecast, comment on anticipe le reste de l'année à avoir lieu. Ça ne changeait pas le budget. Là. Le but n'était pas de changer le budget, mais comme ça, on sait que, sur une certaine catégorie de produits, l'écart est très, très grand. Donc, il y a peut-être action à prendre à ce moment-là pour s'assurer qu'on va atteindre l'objectif ou du moins minimiser l'impact. Donc, c'était quelque chose qui permettait à l'équipe finance de passer moins de temps à faire des forecasts, mais plus de temps à déterminer, OK, pourquoi cet écart-là, puis comment je peux m'assurer que je peux réduire le gap dans cet écart-là en le faisant de façon trimestrielle. On pourrait même le faire de façon mensuelle, mais eux, leur processus, était quand même mensuel, trimestriel sur la révision du budget pour justement dire, faut-il que j'ai encore une promotion X ou Y pour bridge the gap, ou au contraire, j'anticipe que les ventes vont partir en flèche avec ce qu'on a vu. Donc, au contraire, il faut que j'ajoute du stock à ce moment-là. Ce que j'aime dans ce cas-là, c'est que tu vas avoir le meilleur outil d'intelligence d'affaires. Ça va être difficile d'aller dans ce grain de données-là, d'aller vraiment analyser chaque cas possible, comme tu disais tantôt, par région, par produit. C'est là qu'IA peut venir nous dire, hey, ton attention, il faut qu'elle soit ici. C'est vraiment là que tu as un enjeu, puis ça devait être meilleur que ce que tu avais identifié. Fait, je trouve que c'est là où les deux viennent bien se complémenter. Exact. Parce que pour en faire, comme je vous dis, toutes ces informations-là, il faut qu'on soit en mesure d'avoir les données, les ventes mensuelles ou les ventes hebdomadaires par tout ce niveau de détail-là qui proviennent de notre système, de notre fondation analytique qui a été mis en place initialement. Super, merci messieurs. On voit deux passionnés là. Je vais continuer, Max. Je vais rebondir un peu mais plus sur le côté coût logistique et flux de marchandises. Je pense que c'est un sujet qui intéresse beaucoup dans le commerce de détail. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment on peut utiliser l'IA pour optimiser les coûts de logistique et les flux de marchandises? Oui, tout à fait. En fait, il y a plusieurs façons que ça peut être fait. Puis ici, je voudrais mettre l'emphase aussi, un point que je n'ai peut-être pas mentionné, mais comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas juste un modèle qui va tout régler les problèmes. Donc ici, dans le cas des coûts de logistique, les flux de marchandises, de la chaîne d'approvisionnement, c'est pas juste un modèle qui va venir tout régler ces enjeux-là. C'est plusieurs modèles qui vont collaborer ensemble pour en arriver à une vue complète, ou du moins à plusieurs prédictions qui vont nous permettre de prendre la décision. Et je m'explique. Parce qu'une des premières choses qu'on peut faire, je pense qu'il est le plus évident quand on parle d'optimisation de coûts de logistique, je pense que c'est le cas que tout le monde est habitué maintenant là, avec notre téléphone puis Google Maps, on peut maintenant tout ce qui touche l'optimisation des routes. Donc, déjà en partant,
Vous pouvez travailler à tenter d'optimiser vos routes de livraison. Et livraison, je ne veux pas nécessairement dire quand on va livrer au particulier, donc pas quand ça part du magasin par le particulier ou de votre entrepôt, mais même de votre entrepôt, le centre de réapprovisionnement, vers tous vos magasins. Mais il y a façon de tenter d'optimiser les routes de livraison, d'optimiser comment la route en termes du trafic, en termes de la météo, mais non plus aussi sur les points à se rendre pour minimiser le parcours que doit faire le camion pour minimiser l'usure, le gaz, l'essence, les entretiens. Donc, vous voyez un peu ce niveau-là un petit peu plus opérationnel, mais c'est quelque chose qui peut être fait un peu plus de ce côté-là, qui est plus tactique, certes, mais qui peut avoir des impacts assez significatifs sur une année, sur plusieurs années d'utilisation. Mais il y a aussi une question de prévision de demande et gestion des stocks. Donc, les forecasts que je parlais tout à l'heure peuvent venir influencer comment je vais gérer mon stock, parce que si je suis capable de prédire un niveau de détail, tel type de produit, je vais en manquer ou je vais en vendre trop ou je vais en vendre moins, mais là, je peux prendre des décisions sur, OK, rapidement, je ne vais pas rajouter dans mon stock. Au contraire, il faut que j'en commande pour minimiser les out of stock. Donc, out of stock, c'est des ventes qu'on perd. Donc, c'est de l'argent, des ventes de moins qu'on perd ou peut-être des clients vont se retourner vers un compétiteur pour avoir un produit. Aussi, hein, c'est pas juste en signe de dollars. Aussi, la réputation, si on est toujours out of stock, les gens vont avoir des doutes. Mais aussi en overstock, parce qu'en overstock, qu'est-ce qui se passe? Ben là, à ce moment-là, je ne pense pas que je dis à personne, mais il n'y a pas juste ça. Il y a des coûts de garder tout ça en stock. Et bien entendu, il y a des coûts de garder tout ça en stock, mais il y a aussi, si on peut minimiser l'overstock, ben, je suis pas obligé de vendre à rabais et faire prendre un hit sur ma marge à ce moment-là pour un produit. Et encore plus important, si c'est un produit qui est périssable, si on pense juste à des épiciers ou même, par exemple, un produit qui est en fast fashion, des fois, là, la mode passe très, très vite. Donc, on veut minimiser le fait qu'on se ramasse avec de l'overstock, soit à la fin de la journée qu'on doit détruire ou se débarrasser, qui à ce moment-là, ben, c'est une ligne qu'on tire complètement. C'est un hit à prendre complètement sur nos marges, notre PNL. Donc, c'est ça qui arrive de côté, mais aussi, on peut aller même pousser la machine. Là, je vois un peu plus loin. Là. On peut pousser la machine encore plus loin de la gestion des stocks, prévision, puis vous aider aussi à envoyer du stock, à réapprovisionner vos magasins, justement en étant capable de faire ces prédictions-là au niveau magasin. Donc, non seulement du centre de réapprovisionnement, mais entre magasins, le stock peut se déplacer, puis on peut tenter de minimiser les coûts donc, de cet écosystème de votre network. Mais on peut aller plus loin que ça en termes de gestion des coûts. Ça peut être autant dans le magasin, le facing du magasin. Est-ce que je devrais tenter d'optimiser? Est-ce que je devrais mettre tel produit en avant, en avant versus en arrière? Donc, on peut même tenter d'optimiser cet aspect-là à l'intérieur, même parfois dans les épiceries, peut-être plus évident. Est-ce que je m'en vais de ma tablette versus en haut? Ben, c'est pas tout le monde qui va se pencher pour aller le chercher en haut, en bas. Donc, ça peut avoir une influence pour tenter d'optimiser. On est plus granulaire. Ça prend un niveau de maturité qui est plus élevé, mais c'est dans le monde du possible et certaines grosses chaînes vont le mettre en place. Ça peut même jusqu'à aller dans l'entrepôt, des solutions en entrepôt. Puis aussi, je vais mentionner tout ce qu'on parle côté IA. C'est pas besoin d'être des solutions qui sont bâties from scratch, qui sont personnalisées à 100% développées. Là. Il y a des solutions qui existent qui vont très bien fonctionner. Le défi maintenant est juste de l'intégrer dans notre écosystème de travail, des choses qu'on fait pour accompagner nos clients. Des fois, ce n'est pas nécessairement de développer la solution, mais c'est de l'intégrer et assurer son bon fonctionnement, que ça se connecte avec la donnée qui est en place et pour être sûr que ça peut fonctionner. Donc, aussi, je ne veux pas faire peur aux gens que c'est juste du développement custom tout le temps. On parle beaucoup de tâches manuelles à faible valeur ajoutée dans les organisations, puis on parle d'automatisation. On veut gagner du temps, on veut maximiser la valeur de notre temps. Comment on peut réduire le temps passé sur les tâches manuelles à faible valeur ajoutée? Écoute, tu l'as déjà dit, l'automatisation des processus, voilà, je l'ai dit une fois, c'est fini. Ce qu'on veut faire à ce moment-là, c'est nous permettre d'accélérer le processus et de réduire les erreurs humaines dans le processus. Donc, on peut utiliser une combinaison d'IA et autres technologies pour venir aider nos équipes à gérer des processus qui sont manuellement aujourd'hui, que ce soit l'entrée de données, de factures, etc.
Mais on veut s'assurer qu'on minimise les erreurs, puis que la connaissance non plus ne réside pas en une seule personne qui est capable de faire le travail, c'est de pouvoir décharger cette personne-là pour qu'elle puisse passer du temps à analyser les résultats des données qu'elle rentre et non faire purement de l'entrée de données. Puis aussi, tout le monde le sait, de l'entrée de données, ça gère des risques. C'est en plus qu'il faut qu'on passe dans un fichier Excel, puis il faut qu'on cherche ça. Donc, on veut tout tenter aussi de mettre le tout, j'ai pas le meilleur terme qui vient en anglais, de streamliner le processus pour assurer justement qu'il n'y a pas d'erreur qui peut se glisser à l'intérieur, parce qu'une virgule de mal tapée sur une facture peut avoir un impact assez significatif plus tard, là, plus loin dans le processus, là, quand on parle de quelque chose de 100 versus 100, d'avoir une erreur d'une virgule de 100 de 10 000 versus 100 000, ça va peut-être pas paraître sur le coup, mais ça peut faire mal plus loin plus tard, là. Autant que ce que je disais tantôt, que l'intelligence d'affaires, lui, vient aider côté d'intégration de données. Fait que de venir dire, au lieu que ce soit vos gens qui font, qui lient les données de l'inventaire, les données des items, les données des ventes et tout ça ensemble, autant qu'au niveau RPA, l'objectif, c'est directement au niveau de l'entrée de ces données-là. Fait que si en plus on vient automatiser cette partie-là, on automatise la partie de transformation des données. Vos gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils passent leur temps vraiment à se demander qu'est-ce qui se passe dans mon organisation, comment on peut l'améliorer, à prendre des décisions et non pas à faire des tâches un peu plates, là, pour être franc. Là. Exact. Puis un autre point à mentionner quand on parle d'automatisation, il ne faut pas penser non plus avoir rentré en tête que ça va gérer tous les cas possibles et imaginables dans notre processus. Donc, loin de là, mais au contraire, on veut que les gens passent du temps à gérer les cas qui sont plus complexes, qui nécessitent l'intervention humaine, mais en même temps aussi, les cas qui sont gérés automatiquement, on veut quand même avoir quelqu'un qui puisse s'assurer que c'est bien monitoré puis que ça passe selon les règles en place. C'est pas infaillible, il y a des choses qu'on peut ne pas avoir anticipées, donc on veut quand même avoir quelqu'un qui puisse approuver. Donc, il ne faut pas penser que on enlève les mains complètement du volant puis on le laisse aller. Non, encore aujourd'hui, avec les self-driving cars, il faut quand même quelqu'un derrière juste pour dire c'est-tu correct, mais 80% de la charge de travail est automatisée. Là. Donc, il faut juste. La loi du 80-20 ici, on peut passer 20% de nos cas qui vont prendre 80% de l'effort à tenter d'automatiser. Donc, on ne veut pas non plus que ça devienne des usines à gaz puis que ça soit juste que les gens pensent que c'est la panacée non plus. Donc, on veut quand même garder une dernière touche humaine, peu importe ce qu'on automatise pour garder le contrôle de tout ça. Donc, on va passer à la période de questions-réponses. N'hésitez pas, encore une fois, vous avez l'opportunité de poser vos questions dans le chat. Là, j'en ai deux ici. La première qui concerne les budgets. C'est effectivement une question qui revient assez souvent. Quel budget prévoir pour un premier projet, soit BI ou intelligence artificielle dans le retail? Je dirais que l'objectif, surtout si une organisation commence vraiment à intégrer ces données, c'est de trouver un cas particulier. Est-ce qu'il y a de la donnée qu'on n'a pas de visibilité en ce moment ou est-ce qu'on veut, excusez-moi le terme, coller deux sources de données ensemble, puis commencer à les corréler, par exemple, très simple, on veut corréler les ventes avec notre trafic en magasin parce qu'en ce moment, c'est deux systèmes différents pour calculer finalement notre fameux taux de conversion. C'est un petit projet qu'on peut vraiment découper en petites étapes, qu'on peut se dire, on va aller chercher les données, on va créer les indicateurs et tout ça, on va vraiment avoir quelque chose qui est très clair et en quelques semaines, arriver avec un résultat, un tableau de bord, des indicateurs, puis déjà un début d'environnement analytique. Oui, puis sur ce point-là aussi, mais même principe, quand on veut après ça passer à l'étape suivante dans la chaîne, c'est-à-dire avec l'IA, le même principe, on ne veut pas non plus arriver puis prendre tous les problèmes possibles et imaginables. Donc, on va commencer avec un très spécifique. Ces discussions-là peuvent se faire en parallèle avec ce que Gabriel disait, parce que on veut s'assurer d'avoir la donnée disponible pour supporter le besoin qu'on veut. Puis même si on n'a pas toute la donnée complète, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la valeur déjà à avoir un modèle qui est peut-être un peu moins précis, mais déjà qui fournit déjà de la valeur versus ce qu'on fait aujourd'hui ou ce qu'on ne fait pas aujourd'hui. Donc, tu sais, aujourd'hui, est-ce qu'avoir un modèle qui est précis à 60-70% du cas est déjà un avantage que de ne pas rien avoir du tout, ou l'approche qui est aujourd'hui peut-être plus
qui va peut-être donner plus une chance sur deux de réussite à ce moment-là. Donc, c'est des choses à prendre en considération. Puis après ça, on peut, comme Gabriel l'a dit, une fois qu'on a ça en place, ben, c'est une question de capitaliser. Fait que c'est pas obligé d'arriver à dire voici 1 million, on part en peur, puis sur un projet de 2-3 ans. Non, au contraire, on peut le découper justement étape par étape. Puis c'est l'approche qu'on prend avec nos clients, justement, pour que ça soit gérable par les équipes de développement, puis aussi parmi les autres priorités que l'organisation peut avoir. Là. S'assurer d'avoir une adoption aussi. C'est pas en commençant à tout intégrer puis à faire attendre nos fameux projets Waterfall qui durent des années. C'est vraiment pas ça l'objectif. Si souvent, on va commencer avec une bonne analyse, un bon diagnostic, on va passer quelques semaines là, à faire, qu'est-ce que vous avez dans votre organisation? Qu'est-ce que vous avez au niveau des sources de données, au niveau des skill sets? Puis après ça, une fois qu'on a fait cette analyse-là, on peut découper un premier projet puis débuter. Là. Exact. Je vais vous challenger quand même parce que je suis sûr que dans notre audience ici, il y en a qui se posent quand même la question. Combien? À partir de combien? Je sais qu'on ne peut pas donner de chiffres comme ça parce que ce serait trop. Mais est-ce qu'on démarre à 100 000? Est-ce qu'on, pour une première initiative, est-ce qu'on pourrait démarrer à 50 000, à 200 000? Ça peut aller à 50 000, ça peut aller à 200 000, ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire. Là, la question, c'est ça dépend, mais oui, c'est dans les possibilités. Ça dépend aussi de l'ampleur de votre organisation, de la quantité de. Ça dépend. Et la réponse, c'est ça dépend, malheureusement. On va l'apprendre comme ça. Si on veut vraiment arriver avec un chiffre, quand on a un diagnostic de quelques semaines, d'habitude, on s'en sort autour de 15-20 000. Et là, on a vraiment une feuille de route qui est assez claire au niveau des premières étapes à dire, on a un premier projet qu'on peut faire et ce projet-là va être casté en plus. Donc, une fois qu'on a fait ce premier diagnostic-là, on a plus de visibilité côté du budget pour le client. D'accord, très clair, très clair. Merci pour le complément. J'ai une question plus technique, et si on ne pas de rentrer trop dans le technique, mais au niveau des systèmes, comment on peut intégrer des solutions analytiques à un ERP existant comme SAP ou Dynamics? Je dirais que de notre côté, nous, on travaille beaucoup avec l'info nuagique, donc avec le cloud. Puis il y a beaucoup de façons dont il y a beaucoup de processus qui ont été simplifiés au niveau de l'extraction de ces données-là. Fait que vraiment d'aller dire, moi, je suis juste intéressé pour ma première phase d'aller me chercher mes revenus, d'aller chercher mes informations clients, mes informations produits, puis on vient automatiquement synchroniser ces informations-là avec notre environnement analytique. Fait qu'on est facilement capable de venir directement faire une copie brute là, de seulement les éléments qui nous intéressent. Donc, comme Maxime disait tantôt, on ne vient pas bouillir l'océan, on ne vient pas aller chercher toutes les données de l'organisation, puis on est capable de le faire rapidement puis à très faible coût aussi. Puis c'est pas parce que j'ai parlé d'info nuagique non plus qu'on n'est pas capable de se connecter à des systèmes qui sont un peu plus traditionnels, je veux dire ça comme ça. Plus âgé, c'est ça, plus traditionnel. Mais c'est ça, je dirais que c'est rarement un enjeu, la connexion aux données dans nos projets. Habituellement, on est pas mal capable de se connecter à toutes sources. C'est pas le morceau le plus difficile de notre travail habituellement de venir se connecter à une source X, Y, Z. C'est le travail après qui est plus complexe que celui-là. Puis souvent, c'est même nécessaire d'avoir ces différentes sources-là. Donc, les outils sont bâtis avec ça en tête. Là. Maintenant, la technologie a beaucoup évolué dans les dernières années avec l'info nuagique, comme Gabriel le disait. Parce que, je parlais juste de l'exemple tantôt d'utiliser notre stock ou notre gestion de notre inventaire. Il faut que je sache c'est quoi les ventes. Je suis en mesure de prédire c'est quoi mes ventes. J'ai besoin comme source de données ce qui sort de mes ventes. Mais il faut que je sache ce que j'ai en stock pour savoir, selon mes ventes que j'ai, je suis capable de. J'ai suffisamment outstanding day of stock pour être en mesure de venir supporter ce que j'anticipe comme vente. Donc, juste déjà là, on a potentiellement deux systèmes. C'est pas, comme Gabriel disait, le défi n'est pas nécessairement là, plus par la suite de bien définir comment on veut en faire une bonne utilisation subséquente. Parfait, merci beaucoup. Le webinaire touche à sa fin. Juste une dernière question sur la conformité des données. C'est normal, une question qui revient aussi assez souvent. Quelles sont les garanties au niveau de la sécurité des données par rapport à la loi 25 et RGPD? En 2 minutes, si vous êtes capable. La loi 25, l'important, c'est de ne pas avoir d'informations nominatives sur les gens.
de ne pas savoir que c'est Maxime Guy, je vais m'arrêter là, je ne donnerai pas ton adresse pendant le webinaire. Mais c'est vraiment l'objectif, c'est d'être pas capable de targeter quelqu'un de façon précise. Donc, ce que nous, on est capable de faire, c'est de venir dire cette personne-là est unique via une collection de caractères, puis venir dire cette adresse courriel-là, on vient la transformer, puis on vient dire ça, c'est une collection de caractères qui vient identifier uniquement notre individu. Après ça, on n'est pas obligé dans nos analyses, autant au niveau intelligence d'affaires qu'intelligence artificielle, on n'a pas besoin d'avoir d'adresse complète d'un nom de personne. Tu sais, souvent, le code postal est suffisant pour faire des analyses plus géospatiales qui font du sens. Donc, on est vraiment capable de venir en amont, de venir faire ces transformations-là. Puis après ça, il n'y a pas d'enjeu au niveau de la loi 25, au niveau des informations clients. Hein. Exact, exact. Puis même au niveau de l'IA, quand on veut avoir de l'information, c'est-à-dire tenter de prédire les comportements d'un client ou d'un groupe de clients, on veut. Ce qui nous intéresse, c'est pas c'est qui, mais de s'assurer que cette personne-là est la même à travers. Qu'on la nomme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour la prochaine. C'est pas ça l'important, c'est juste savoir que c'est toujours la même. C'est ça qui nous importe le plus. Pour être en mesure d'avoir une personne unique, peu importe c'est qui, c'est pas ça qui nous intéresse ici. Les données vont nous dire, les données que vous avez sur les interactions avec ce client-là vont nous dire qui est cette personne-là selon ce qui est important pour vous, justement. Et aussi, ben, un autre point, là, je mentionné, mais de plus en plus, les outils techno aussi viennent prendre en considération la gestion de ces enjeux-là, parce que à travers le monde, on voit les différentes législations qui se mettent en place, Canada, États-Unis, en Europe, donc les grands fournisseurs pour s'assurer que leurs clients restent conformes, développent de plus en plus ces fonctionnalités à même les solutions qu'ils proposent. Donc, on peut tirer profit de ces aspects-là aussi. Là. Donc, c'est plus du travail à la pièce ou du travail supplémentaire qui doit être fait dans les projets.